Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Une nouvelle loi de programmation judiciaire a été annoncée par le président de la République suite à la grève des magistrats. Cette loi devrait prendre en compte toutes les préoccupations du peuple malien. Elle pourrait même être précédée d'un plan d'urgence pour la justice afin d'agir rapidement sur certains segments. Quelle réforme faut-il à la justice malienne? Comment y parvenir? Quels sont les enjeux? Nos invités pour répondre à ces questions: Agibou Boiré, commissaire des droits de l'homme; Abdraman Mohamed Meiga, magistrat secrétaire à la communication du syndicat libre de la magistrature; Jakaria Traoré du Forum des organisations de la société civile. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Avant de toucher à la réforme de la justice malienne, nous allons ouvrir les débats avec les mots de ce système juridique. La justice en Afrique, ce grand corps malade qu'a du Mali. C'est le nom de l'ouvrage de Maître Mamadou Konaté, un témoignage d'un ancien ministre de la Justice que je vous propose d'écouter. J'ai vu le juge de Toukoto dormir sur un sommier, sans matelas, sans drap et sous la pluie. J'ai vu des justices où on ne garderait pas une poule dedans. J'ai vu des prisons où on meurt de gale et de kochoko, tout près d'ici. La crainte et la puissance du juge lui exigent d'être correct, de ne pas dévier de ce qu'il est chargé de juger. Il se trouve, mesdames et messieurs les juges, que parmi vous, il y a des déviants. Et tant qu'il y aura un seul déviant parmi vous, que vous ne retournez pas à la maison, vous aurez du mal à juger les autres. Alors, Monsieur Meiga, partagez-vous son avis? Et voyez-vous, la justice aujourd'hui est dans un tournant, dans un contexte de demande sociale en matière de justice. Mais cette grande demande et cette aspiration de la population et même les grands discours politiques, disons, contrastent avec les moyens mis à la disposition de la justice. Et là, le témoignage de l'ancien ministre de la Justice, M. Mamadou Ismaël Konaté, et on ne peut plus éloquent. Donc, la justice, elle a besoin d'être réformée, mais laissons les discours politiques, prenons un discours technique. C'est que trouvons les vraies solutions aux vrais problèmes de la justice. Ces problèmes sont connus, alors il faudrait de la volonté politique pour arriver à pallier à ces différents problèmes. Mais des solutions techniques et laissons maintenant les discours politiques. D'accord. Avant d'arriver aux solutions techniques, Monsieur Boiré, qu'avez-vous à nous dire sur les mots de la justice malienne? Merci beaucoup, Fatim. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur cette question d'importance. Je salue au passage vos auditeurs et téléspectateurs. Ce thème est vraiment d'une importance capitale. La justice, comme toutes les autres composantes de notre société, rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Donc, en un mot, il y a beaucoup de mots, pluriel de mal bien entendu, au niveau de la justice dans notre pays, en particulier en Afrique en général. Parmi ces mots, je peux citer pêle-mêle. D'abord, il faut dire que le juge est un citoyen avant d'être un magistrat. Donc, il reflète toutes les déviances que notre société connaît avant de commencer à exercer la profession. Il faut commencer d'abord par le mode de recrutement. À un certain moment, il faut le dire, le mode de recrutement ne se faisait pas de façon rigoureuse. Donc, il y a certains qui ont intégré vraiment cette profession noble de façon pas vraiment honorable, il faut le dire. En plus de ça, il y a les besoins de formation, tant la formation initiale que la formation continue. Le Mali est l'un des rares pays où, après la formation académique, les diplômes en poche, vous n'êtes plus formé. Il n'y a pas de session de formation, alors que c'est un droit. Normalement, il y a un nombre d'heures par an, obligatoirement, que chaque professionnel doit subir en matière de renforcement des capacités. Cela n'est pas le cas, tant au niveau de la justice qu'au niveau d'autres corporations.
D'autres mots, problème d'infrastructure. Je suis un homme de terrain par ailleurs, donc j'ai eu à visiter certaines juridictions de l'intérieur. Comme Maître l'a rappelé, c'est une vérité. C'est vraiment pas exagéré. Et moi, je suis allé à Kolondieba, j'ai vu vraiment des infrastructures dans lesquelles on ne garderait même pas de poules, comme il a dit. Honnêtement, c'est des murs fissurés, c'est des salamandres, c'est des margouillas. Les juges, il est seul avec une table, aucun équipement. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas espérer compter sur une justice honorable. Au-delà de ça, il y a les conditions de rémunération. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup qui se fient à l'apparence de certains juges qui sont vraiment dans des grandes voitures, mais en réalité, ça c'est la minorité, c'est la stricte minorité. Mais la majorité des cas, si vous partez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte dans quelles conditions les juges ils vivent. Et donc, au-delà de ça, il y a l'obsolescence des dispositifs juridiques. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'obsolescence des dispositifs juridiques, il y a certaines lois de notre pays qui datent d'avant la période coloniale. Donc il faut faire une relecture de beaucoup de nos dispositifs juridiques pour les adapter au contexte actuel, à l'évolution du monde. Donc je peux m'en tenir là pour le moment. Alors, Monsieur Traoré, en tant que membre de la société civile, quelles sont vos observations? Merci encore Fatim pour nous avoir invités à ce débat et aussi profiter pour saluer les auditeurs et téléspectateurs. Nous, en tant que société civile, nous sommes très honorés chaque fois qu'on nous demande de participer à ce débat, parce que nous devons traduire un peu cette demande dont Monsieur le juge a parlé, la demande sociale qui est d'une justice plus juste et encore plus accessible aux populations. Je reviens un peu sur dans la déclaration du ministre qui dit un déviant, vous avez des déviants parmi vous, un déviant est un déviant de trop. Malheureusement, c'est ce que le citoyen lambda retient. C'est-à-dire que nous avons une justice qui ne répond pas à notre demande. Nous, société civile, nous, citoyens lambda, pour nous, c'est la justice des riches, des puissants et techniquement, on parle de moyens, mais objectivement, disons, dans la réalité, nous sommes au quotidien confrontés à ces difficultés-là. Une justice difficilement accessible aux populations, non seulement par rapport aux distances, la distance c'est peut-être le politique qui peut en parler, mais quoi qu'il advienne, les distances entre les localités, une juridiction dans un cercle par exemple, s'il faut parcourir 50 voire 60 km pour y accéder, connaissant les conditions de nos routes, de nos pistes rurales, c'est très compliqué. Et quand le citoyen arrive à la justice et qu'il sent que la procédure dans laquelle il est engagé, l'autre partie est plus forte et à la fin c'est elle qui gagne, alors que lui il se voyait dans tous ses droits, ça encore enlève à cette crédibilité que la population devrait avoir vis-à-vis de sa justice. Je répète encore, de sa justice, mais qui lui semble aujourd'hui un peu plus loin. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, qu'avez-vous à répondre aux propos de Monsieur Traoré qui nous parle de l'inaccessibilité du citoyen lambda à la justice? Comme je vous l'ai dit, les grands problèmes de la justice sont déjà connus. Et l'un des problèmes, c'est l'accessibilité de la justice. Et comme M. Traoré l'a dit, c'est un problème qui est effectif. Mais déjà, des débuts de solutions sont apportés, notamment avec la nouvelle carte judiciaire. La nouvelle carte judiciaire qui redessine les compétences des juridictions. Quand on prend le cas de Bamako, peut-être la Kalabankourou relève désormais de la commune 5, autant de choses. Mais ça, c'est pour Bamako. Autre cas, par exemple, dans les localités lointaines, c'est que les audiences foraines sont prévues par la loi. Mais ça demande la logistique. Les juges doivent se transporter de son siège à une localité. Mais un juge qui n'a même pas d'électricité, un juge qui n'a même pas de table, comment est-ce qu'il va déplacer toute une juridiction de son siège vers une localité pour rapprocher la justice des justiciables?
Il n'y a pas de logistique par rapport à tout ça. Et maintenant, on est dans un contexte d'insécurité. Qui va prendre ces risques-là? Donc, il y a énormément de problèmes. Et le problème d'accessibilité à la justice, c'est réel. Mais les discours, disons, la solution doit être technique et laissons les discours politiques, comme je l'ai dit. Sinon, tous les problèmes de la justice sont connus et répertoriés. Avec les partenaires, les missions parlementaires dans les juridictions et les rapports, tout est connu en réalité. Il y a plus d'une dizaine d'années où je peux dire que tous les problèmes sont répertoriés, mais il y a plus de 10 ans, on attend les vraies solutions. On ne les trouve pas. Mais qu'est-ce qui fait que ça tarde? Vous dites depuis plus de 10 ans. Oui, c'est un manque de volonté politique. C'est un manque de volonté politique. Vous avez vu, dans le paysage politique, certains ministres sont venus juste pour faire du populisme. Ils ont fait du tape à l'œil et puis c'est tout. Au fond, ils n'ont rien réglé. Ils n'ont rien réglé. Et qu'est-ce qu'on retient de leur passage au département? Absolument rien. Le problème reste toujours le même. Mais qu'est-ce qui explique cela? Je ne sais pas. Comme le politique reste toujours le politique, il vient faire du tape à l'œil. Or, le vrai problème de la justice, c'est que c'est connu, c'est un problème d'investissement, comme M. Boiré l'a dit, un problème d'amélioration des conditions de vie et de travail, un problème de formation. Je suis parfaitement d'accord avec M. Aguibou qu'il y a un manque criard de formation. Il y a un manque criard de formation au niveau de la formation initiale et en formation continue. On sait quand même que dans les grands pays démocratiques, il y a des sessions de formation obligatoires par séquence pour tous les magistrats, pour tous les professionnels. Et nous espérons effectivement que la loi sur la réforme de la justice puisse répondre, donner des solutions pratiques à ces problèmes-là. D'accord. Alors, M. Traoré, êtes-vous satisfait des réponses de M. Maïga concernant l'inaccessibilité des citoyens à la justice? Oui, je vois un peu ce qu'il dit, surtout en matière par rapport à la nouvelle carte judiciaire qui en 2011 a été adoptée. Mais la mise en œuvre de cette nouvelle carte judiciaire est très lente. Je ne dis pas qu'elle n'a pas commencé. Elle a commencé parce qu'il y a certaines juridictions qui ont été érigées en tribunaux d'instance, qui ont quitté le statut de JPCE, justice de paix à compétence étendue, pour devenir tribunaux d'instance. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et ces justices de paix à compétence étendue qui restent aujourd'hui posent énormément de problèmes, surtout dans la gestion du foncier. Au-delà des moyens, il y a aussi les questions d'éthique. M. Maïga conviendra aussi avec moi que dans certaines localités aujourd'hui, ce ne sont pas les textes qui posent problème, ce ne sont pas les locaux qui posent problème, mais c'est celui qui est chargé de gérer la juridiction qui souvent pose problème. Et ça, c'est vraiment dans beaucoup de juridictions. Et c'est ce que nous avons du mal à pouvoir faire comprendre aux populations qui souvent sont agressées sur leur terroir, mais qui ne savent à qui le dire. Parce que ceux qui sont venus les agresser, quand ils sont allés se plaindre, ils se rendent compte que cette situation n'a pas été gérée comme ils l'entendaient. Pas forcément comme ils l'entendaient en tant que personne, mais aux yeux de la loi, pour eux, ils étaient dans leurs droits. Malheureusement, c'est étonnant. Et quand nous-mêmes nous envoyons des techniciens, c'est-à-dire des avocats dans ces dossiers, bon, c'est vraiment la mort dans l'âme souvent qu'on voit. On est obligé de faire appel pour se retrouver à Bamako. C'est compliqué. Et c'est ce qui est aujourd'hui le point. C'est l'un des points sur lesquels nous attardons beaucoup, cette question d'éthique. Et aussi, il a parlé d'audience foraine. Effectivement, c'est prévu. Mais c'est prévu par les textes. Rien n'est fait pour que ça marche. Quand vous dites à un citoyen que oui, il est prévu une audience foraine, ça veut dire que la justice va se déplacer vers vous pour aller juger les dossiers auprès de vous pour que ça lui plaît. Mais malheureusement, quand il attend pendant un certain temps, qu'elle ne vient pas, il s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et nous gérons toutes ces attentes.
Et pour toutes ces questions, nous avons créé, la société civile a mis en place des bureaux dans certaines juridictions, des bureaux d'assistance juridique et judiciaire, qui essaient tant bien que mal de donner l'information, d'accompagner les populations dans ces procédures-là, parce que au même moment où la réorganisation, la nouvelle carte était prise, il y a eu aussi des textes qui ont été pris pour créer des centres d'accès au droit à la justice, pour permettre un meilleur contact des populations avec les acteurs de la justice, notamment dans les tribunaux. Malheureusement, ces centres aussi n'ont pas été mis en place. Donc, ça encore ajoute du doute à ce que et renforce ce manque de crédibilité de la population vers cette justice. Manque de crédibilité, question d'éthique venant de M. Traoré. M. Boiré, oui. Au-delà des propos de M. Traoré, moi j'emprunte cette expression à un grand syndicaliste des magistrats même, qui a l'habitude de dire « mettez-nous dans les conditions et vous verrez après si nous serons corrompus ». Ça veut dire que la corruption est reconnue au niveau de ces corps, comme dans toute autre corporation. Mais à la différence que cette corporation, vraiment, c'est une mission sacerdotale. Ce n'est pas n'importe quelle corporation. Les juges ils disposent souvent de la vie même des individus, de ses concitoyens. Ils disposent même de l'avenir, de la prospérité d'une société, d'une entreprise. En cela, il doit être exemplaire à tous égards. Mais cela ne doit pas occulter aussi les besoins de le mettre dans les conditions de travail, dans les conditions idoines de travail et dans les conditions optimales de rémunération. Parce qu'on ne peut pas justifier aussi la corruption par les déficits en termes de rémunération. Vous avez des exemples concrets dans les pays, vous trouverez que c'est souvent les grands PDG, les grandes boîtes qui se retrouvent dans des affaires sulfureuses. Donc, ce n'est pas une question de rémunération forcément. Donc, il faut vraiment une remise à plat, comme on l'a dit, une réforme de la justice en profondeur. Une loi qui va prendre en charge tous ces aspects pour sauver la crédibilité du magistrat, pour qu'il mérite tous les respects auxquels il a droit dans la cité. Mais ces respects aussi dépendent en partie de lui. Ça dépend de la qualité des décisions de justice rendues. Lui l'a dit, bon, les citoyens ordinaires, des fois, dès qu'on perd un procès, on est mécontent, on dit le juge a pris l'argent. Ce n'est pas toujours le cas. Mais il faut que les décisions de justice soient vraiment défendables d'un point de vue juridique. Donc il y a cet aspect-là qui est très important et ça participe de la crédibilité des magistrats, ça participe de la crédibilité de l'appareil judiciaire. Parce que le juge est également le gardien des droits de l'homme. Les droits fondamentaux, c'est lui qui est chargé d'assurer leur surveillance et rassurer par ailleurs la population. Quand la population a la conviction qu'on a une justice qui est bien rendue, elle ne va jamais se rendre justice. Donc ça va impacter les vindictes populaires, les justices privées, etc., etc. Donc c'est dire que la justice vraiment est le socle dans une démocratie. Et les autorités doivent en avoir conscience, les magistrats également devraient en prendre conscience. D'accord. Oui, Monsieur Mega, oui. Allez-y. D'accord. Pour revenir sur les propos de M. Traoré par rapport au problème foncier. Et généralement, on fait une fausse guerre aux magistrats. Parce que le juge applique la loi. Il ne fait pas la loi. Et ça, la société civile, aussi bien que le Conseil national des droits de l'homme, c'est bien que les textes en matière foncière il y a beaucoup d'incohérences dans ces textes-là, beaucoup d'autorité d'attribution de postes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces incohérences-là? Écoute, quand un maire va attribuer une parcelle, un sous-préfet va attribuer une parcelle, le préfet va attribuer la même parcelle, 3 autorités différentes pour une même parcelle, et puis la loi ne leur donne pas la loi ne leur donne pas la possibilité de trancher. Et c'est devant le juge qu'on va amener cela. Et chacun crie à l'abus.
Mais quand le litige vient devant le juge, il tranche en fonction de la loi. Et la loi en matière foncière, il faut qu'on se dise la vérité, n'est pas forcément comme les gens l'attendent sur le terrain. Ça peut créer beaucoup de problèmes au niveau des populations civiles. Et ça, vous le savez, ces textes, nous ne les faisons pas. Nous les appliquons. Et aussi, quel que soit, disons, le caractère déviant des textes, le juge ne l'interprète pas. Il a le devoir d'appliquer les textes comme il est, même s'il est mauvais. Ça, c'est notre travail. Voter les lois, c'est un autre pouvoir. Et exécuter ces lois-là, ça, c'est un autre travail. On ne peut pas s'immiscer du législatif ou de l'exécutif. Tout ce qu'on peut faire, c'est appliquer les lois, aussi mauvaises soient-elles. Donc, les récriminations faites à la justice par rapport aux problèmes fonciers, et il y a cet aspect qu'on ne dit pas, c'est que les textes sont incohérents et des fois les textes sont mal faits. Et tout cela retombe sur le juge. Alors que le juge n'est ni au début ni à la fin du processus d'élaboration de ces textes. Or, ils sont quand même des éléments essentiels à la matière foncière. Parce que nous avons aussi une certaine expertise. Une fois, il serait mieux que les juges soient consultés quand on élabore certains textes. Parce que il y a des textes qui sont difficilement applicables en pratique. Alors là, avec la vision des magistrats, du côté pratique, ça permet de pallier certains problèmes. Donc ça, c'est pour les problèmes fonciers. Le problème foncier, le problème revient à la loi. Les textes sont mal faits. Et on ne peut pas interpréter les textes, on les applique un peu, c'est tout. Ça, c'est la vérité. Et par rapport à l'éthique et à la déontologie, c'est que ça me rappelle qu'il y a un proverbe arabe qui dit que c'est aux arbres dont les fruits sont en or, on lance des pierres. Moi, je comprends tous ces cris de cœur. Et c'est à juste raison d'ailleurs. Certaines déviances, on peut les comprendre dans certains domaines, mais pas dans la justice. Et ça, nous sommes formels là-dessus. Mais pourquoi pas dans la justice? Non, parce que la justice, c'est le socle de la nation. Quand la justice tient, tout peut se relever. Mais quand la justice tombe, c'est totalement fini. Ce sont les garants des droits individuels et collectifs. Donc il faut que la justice reste, disons, intraitable, quelles que soient les circonstances. Sur ce point, on est vraiment d'accord. Mais c'est dire que aussi, derrière chaque robe, c'est un cœur qui bat. C'est un être humain aussi. Alors, ce que j'ai dit, je ne justifie pas certaines défiances, mais ce sont des choses qui peuvent expliquer certaines déviances. On parle des conditions de rémunération et autres, mais il y a aussi le plan de carrière. Vous voyez, quand vous êtes très mal rémunéré, vous voyez un juge de paix dans un coin reculé, déjà dans les conditions difficiles de travail, rémunération pas possible, trop de problèmes. Vous avez un litige qui vient opposant des villageois, disons, à un élu local. Vous avez de la pression qui émane de l'exécutif. Mais maintenant, vous allez choisir quoi? La loi ou vous sauvez vous-même? Des fois, il faudrait aussi que dans cette nouvelle loi de programme, qu'on puisse protéger le juge des affres du politique. Le juge doit être protégé des affres du politique, il doit être protégé, disons, du remue-ménage au niveau de la société civile, ça aussi c'est une vérité. La justice a besoin de sérénité. La justice a besoin de sérénité. Et les problèmes d'éthique et de déontologie, trouver des solutions idoines à cela, nous sommes parfaitement d'accord. Voilà pourquoi je dis que les problèmes sont connus il y a longtemps. Et nous, c'est que, en tout cas, le cinéma, ça fait 5 ans que nous demandons à tous les partenaires. Nous voulons organiser une session de formation sur l'éthique et la déontologie, un recyclage de nos militants, pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases. Mais pendant 5 ans, personne ne nous a répondu pour nous aider à financer cette formation. Mais ce sont des personnes qui sont prêtes à aller sur les médias et à nous insulter. Pendant qu'on les demande de venir nous aider à trouver des solutions, ils n'ont pas. Mais ils sont capables de financer des millions pour nous dénigrer. Alors, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce que l'on veut. Mais est-ce obligatoire d'avoir ces financements-là pour faire ces formations? Non, en tant que syndicat, oui. Une formation, c'est payant. Il faut des formateurs, vous faites venir des collègues de l'intérieur, vous faites même faire intervenir des spécialistes. Donc, il faut de l'argent. Une formation, elle est payante. Elle est payante. Donc, pour vous dire que sur ces problèmes d'éthique et de déontologie, en tout cas, les syndicats sont totalement clairs là-dessus. C'est que les problèmes
disons, de rémunération ne doivent en aucun cas justifier les déviances constatées. D'accord. Et nous allons mettre tout en œuvre Oui. pour corriger cela et faire un plaidoyer très très prompt au niveau des collègues pour que, disons, les choses commencent à changer. Voilà. Oui, M. Traoré, votre réaction? Ouais, je suis très heureux que M. Maïga ait compris et vraiment nous commence à nous rassurer un peu avec le recyclage que fera le syndicat s'il a les moyens. Bon, par rapport aux dégâts, je ne dirais pas qu'il n'y a pas qu'en matière foncière, hein, j'ai juste pris un exemple. Il y a beaucoup d'autres matières dans lesquelles il y a cette problématique. Mais je le prends un peu au mot par rapport à la justice a besoin de sérénité. Je dirais que la population aussi a besoin de sérénité. Ça devient un peu le questionnement de l'œuf et de la poule qui est chose. Qui garantit quoi? Et je pense qu'ensemble, nous devons travailler à ce que cette sérénité s'instaure. Cette sérénité s'instaure à partir du moment où tout le monde est convaincu que c'est la justice est le socle de cette démocratie que nous avons tant voulu, de cette stabilité que nous voulons tant pour le pays. Il est important que souvent nous prenions sur nous de faire des sacrifices pour permettre certaines choses. Il a parlé du dilemme dans lequel le juge pourrait se retrouve souvent entre le politique et l'application des textes. Le volontarisme, il faudrait qu'on ait aussi certains volontaristes. Hein. À un moment donné, il y a le don de soi pour créer les choses. Les grands chocs ne viennent pas comme ça. Il y a des personnes qui prennent sur eux d'aller au-devant de certaines choses, de passer outre certaines choses pour permettre à des groupes de se reconnaître en cette institution-là. Mais est-ce que la réalité actuelle du pays nous permet cela? Quelle réalité? Vous savez, quelle réalité? Nous ne sommes pas dans un trou, nous sommes dans un pays. La justice est distribuée. Il y a des localités aujourd'hui qu'on ne cache pas où le juge n'y est pas. Il n'y a pas. Bourem, Songo, Menaka, Gundam, Rarous, c'est Youarou, les juges ne sont pas dans ces localités. Ils sont ailleurs, soit à Gao, soit à Tombouctou ou à Sévaré. C'est de là-bas qu'ils font leur travail. Tout ça pour dire quoi? On est conscient qu'il y a des difficultés aujourd'hui par rapport à rendre la justice effectivement sur le terrain, là où la juridiction devrait fonctionner. Mais si cette donne y est, il y a aussi que, comme je l'ai dit, je le disais, il y a des décisions que l'on devrait prendre en tout état de cause. Advienne que pourra, pour permettre aujourd'hui de redorer ce blason-là qui est toujours... Parce que, je l'ai dit, nous, société civile, nous sommes tous... On pâtit tous de cette problématique parce que quand nous recevons des gens dans nos bureaux et qu'on veut les rassurer par rapport à la justice, on a des difficultés parce que la personne est venue avec des a priori. Elle vient avec des a priori sur notre justice, celle que nous sommes chargés d'appuyer pour redorer. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas contre la justice, nous sommes là pour appuyer la justice. Mais au plus près de ces populations-là, qui en général viennent avec des a priori. Mais ces a priori-là, si nous les balayons, il ne faudrait pas que dans les procédures, les gens se retrouvent encore dans des situations... Mais quand vous dites a priori, est-ce que vous pouvez être plus explicite? Oui, l'a priori, le principal a priori, c'est quoi? La justice malienne, elle est corrompue. C'est l'a priori principal. Mais est-ce pour autant dire que tous les magistrats sont corrompus? Nous ne le dirons pas. Est-ce que tous les maillons sont corrompus? Nous ne le dirons pas. Mais c'est a priori-là, on ne peut pas les empêcher de les avoir en venant au tribunal. Mais nous pouvons les aider à le minimiser, à le mitiger. Mais, comme je l'ai dit, si dans l'écoute, dans l'orientation, dans le counseling que nous faisons, nous disons que oui, cette justice est là pour nous tous, elle travaille pour nous tous, que dans la procédure, la personne se retrouve dans une certaine situation. Comprenez qu'il y a aussi une situation très ambiguë dans laquelle on se retrouve. Ce n'est vraiment pas du fait que la justice n'est pas rendue, mais peut-être que le citoyen, certaines personnes ne se sentent pas dedans
et ça crée des problèmes. Je reviens encore sur cette question de crédibilité, parce qu'en réalité, la confiance, elle se construit au bout de plusieurs années, mais on la perd au bout d'une action. D'accord. Oui, M. Mega, vous voulez réagir? Oui, okay. C'est-à-dire qu'en parlant de réforme de la justice, moi je pense qu'il faudrait qu'on prenne de la hauteur. La question de la justice, ça commence très mal des passions. Il faudrait qu'on prenne de la hauteur par rapport à certains sujets. Les problèmes de la justice malienne ne peuvent pas se résumer uniquement à des problèmes d'ordre d'éthique et d'ontologie. C'est vrai, il y a des problèmes de ce genre, oui, mais il y a des problèmes encore plus profonds. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on sort des discours politiques. Il y a des discours, qu'on entre dans des discours techniques, et qu'il y a des vrais problèmes au sein de la justice. Quand vous êtes membre de la famille judiciaire, comme M. Aguibou l'a dit, vous voyez des réalités, c'est pas possible. Ça, ce sont des vrais problèmes de la justice. Mais quels sont ces problèmes-là? Non, ces problèmes ont déjà été répertoriés. Il y a eu la retraite des SICASO, il y a eu le programme d'urgence présidentielle, il y a eu des missions parlementaires, et il y a eu le projet, disons, les rapports sur le nouveau statut de la magistrature, et maintenant la loi de programmation sur la justice. Il y en a de trop. C'est que nous voyons toutes sortes de commissions passer dans la juridiction, faire des photos, et après on n'a rien. Il n'y a rien. C'est ça la vérité aussi. Voilà, il y a pas. Tout le monde sait ce qui se passe. Personne ne veut rien, mais comme par un coup de baguette magique, on veut que la justice redevienne comme ce qu'on aime. C'est faux, c'est pas possible. Et partout, la justice, elle n'a jamais une image idyllique comme on le souhaite. Jamais. Parce que forcément, il y a un qui perd et il y a un qui gagne. Celui qui perd, à tort ou à raison, va penser que de l'autre côté, quelque chose est passé sous la table. Et par rapport aux juges sur Youarou et autres, disons, c'est un contexte général. Ça fait plus d'une année que notre collègue a été enlevé, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Nyono, le président, on le connaît. Plus aucune nouvelle. Nous avons mené toutes sortes d'actions. On a fait la grève de 100 jours. On nous a dit que bon, maintenant ils vont nous mettre des agents. Nous sommes en train de faire l'état de la mise en œuvre des agents de sécurité. Ce n'est pas religion. Qui va prendre les risques d'aller à Youarou? Qui va prendre les risques d'aller à Tenakou? Voilà pourquoi je dis que derrière chaque robe, il y a un cœur qui passe. Ce sont des êtres humains, des pères, des mères, des gens qui ont des familles. Ils sont volontaires, il y a des volontaires. Je vous assure que le minimum de crédit qu'on accorde aujourd'hui à la justice, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui, en dépit de toute pression, en dépit de toute tentation, font leur boulot de magistrat comme le recommandent les textes. Et aujourd'hui, moi, je veux sur ce plateau saluer ces magistrats, hommes et femmes, qui très souvent œuvrent dans l'anonymat plus total et dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui font leur travail. Et le minimum de crédit qu'on a à la justice aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes-là. Vous n'attendrez pas leur nom, mais ils sont là. Et c'est eux qui font tenir la justice aujourd'hui. Donc, ramener tout le problème de la justice à des questions d'éthique et de déontologie, c'est faire insulte au sacrifice, au volontarisme de ces hommes et femmes. Il y a des problèmes, certes, mais ces problèmes ne relèvent pas uniquement de nous. Il y a aussi un problème, même la société civile, elle aussi, a son problème. Quand on parle de corruption, là, c'est une infraction dynamique. Il y a un corrompu et il y a un corrupteur. Qui vient corrompre les juges? Mais il est très facile d'accuser. Ce débat-là, on peut le faire 1000 ans et je pense que le temps imparti ne nous permet pas. Mais il faudrait que les gens aussi, qu'ils arrêtent de venir. Voilà. Donc, mais la question de la justice, de la réforme de la justice, comme je dis, a besoin de sérénité, elle n'a pas besoin de passion. Et oui. Il faut qu'on soit beaucoup plus... alors, nous allons demander à M. Boiré, comment réformer la justice malienne alors? Oui, bon, je crois qu'il faut positiver par rapport au débat. Ça y est, nous sommes dans la perspective de proposer des solutions. Déjà, il y a une avancée certaine lorsqu'il y a une prise de conscience de la part des jeunes magistrats pour redorer le blason de la justice. Ça, c'est quelque chose à saluer. Moi, je me rappelle, à notre bas âge, le juge était un demi-dieu. Il était craint. C'était à cause d'un certain nombre de comportements exemplaires. C'était
par rapport à l'exemplarité des décisions. Si tout cela s'effrite, objectivement, ça pose un problème, quoi. Mais il est évident qu'on ne peut pas tout ramener à une question d'éthique. Comme on l'a dit, il faut une refonte. Il faut une véritable réforme et puis faire une remise à plat des choses pour que chacun joue sa partition. Société civile, le pouvoir public, les magistrats et leurs syndicats, etc., etc. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut pour réformer la justice? Je vais juste prendre le contraire des mots que j'ai énumérés. Il faut d'abord prendre toutes les dispositions pour que le recrutement se fasse de façon rigoureuse, que les meilleurs soient recrutés. Après le recrutement, il faut bien entendu des formations continues. Tendre même vers la spécialisation, parce que l'heure est assez là en ce moment, avec la complexité des domaines du droit. Et en plus de cela, il faut leur donner les conditions, les mettre dans des conditions de travail, améliorer la rémunération. C'est un tout indispensable. Pour exiger de quelqu'un une obligation de résultat, encore faudrait-il le mettre dans les conditions. En plus de cela, il faut des infrastructures. Il faut des infrastructures, comme on l'a constaté lors de nos tournées. C'est souvent des poulaillers, ce n'est pas des juridictions. Donc il faut des infrastructures et puis il faut améliorer les services de la justice. Moderniser, je veux dire, moderniser. Parce que bon, si tu vois, après un siècle encore, la tenue des audiences et les grands registres du greffier qui est là, griffonné, bon, ça, on peut améliorer ça par de nouvelles technologies. Il peut y avoir des dictaphones pour enregistrer les choses. Il faut relire les textes qui sont tombés en obsolescence. Il l'a dit, le code foncier, bon, s'il y a plusieurs autorités qui distribuent, qui ont les mêmes compétences, ça rend difficile le travail d'interprétation du juge. Parce que je mettrai un peu de bémol à ce que mon jeune frère a dit. Les juges, il les interprètent. Quand le texte est confus, il l'interprète. Mais quand c'est clair, il lui est interdit d'interpréter. Il l'applique. Mais dès qu'il y a une ambiguïté, son rôle d'interprétation grandit. Donc, je pense qu'avec un certain nombre de mesures de ce genre, on va pouvoir sauver notre justice et puis notre société avec. Parce que, comme je l'ai dit, la justice a un rôle déterminant dans la survie de notre société par rapport à la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors, vous, M. Traoré, en tant que membre de la société civile, pour réformer la justice malienne, on doit commencer par quoi et on doit commencer par où et par quoi? Merci encore. Commencer par où et par quoi? Il faut d'abord commencer. Et je pense que il y a beaucoup de textes qui ont été pris qui, eux, devraient concourir à aujourd'hui atteindre un certain niveau. Et je pense que l'application de ces textes, notamment, comme je l'avais dit, les textes sur la loi sur l'assistance judiciaire, par exemple, sur les CADJ, les textes pour la nouvelle carte judiciaire, tout cela est appliqué, ou relu et appliqué, permettrait vraiment d'avancer au grand bonheur des citoyens. Et même le citoyen qui est devenu magistrat, qui est chargé de l'appliquer, ça le mettrait plus à l'aise parce que en tout état de cause, il n'a pas intérêt à ce qu'autour de lui tout bouillonne. Comme il l'a dit, la justice a besoin de sérénité. Mais ces textes pris, comme on vient de le dire aussi, il y a le discours qui parle de la loi de programmation. Il faut vraiment une volonté parce que je vois qu'à 100 par exemple, à 100, un tribunal en construction depuis combien d'années qui ne finit pas. Qui ne finit pas. Depuis 2016 que je connais cette juridiction, c'est toujours à l'état de chantier. D'autres chantiers ont commencé après et ils sont finis. Mais ce chantier ne finit pas, par exemple. Il y a des questions de volonté politique, comme je l'ai dit. On ne peut pas tout résumer aux magistrats, mais il y a aussi cette question de réalisation des infrastructures. Donc chacun a sa part de responsabilité. Forcément, parce que nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Si vous nous invitez à un débat, ça veut dire qu'on sait que nous sommes un tout. Et ce tout-là, c'est à chacun de bien jouer sa partition, sans oublier qu'il y a celui qui applique, il y a ceux qui observent.
et qui doivent faire des propositions. Parce que nous n'allons pas juger. Nous allons forcément juste aller vers le juge pour lui demander d'appliquer la loi. Et lui, il l'applique avec les moyens à sa disposition. Et la société civile, nous comptons rester toujours dans ce rôle d'observateur et de force de proposition. Comme chaque fois qu'on nous a invités à tous les débats par rapport aux rapports qui ont été produits sur... il y a eu un rapport sur l'état de la justice avec Maître Magatsé, le même Maître Maurice Meï-Konaté. Après les résultats de ce rapport, on ne sait pas trop ce qui en est advenu. Et il y a eu après celui sur les magistrats. Il y a eu ensuite un rapport sur les fonctions de greffe et de parquet. Et tous ces rapports sont là avec des recommandations très pertinentes qu'il s'agit d'appliquer pour que nous ayons encore plus confiance à notre justice. D'accord. Alors vous, M. Maïga, il y a un de nos internautes sur notre page Facebook, M. Sédou Dolo, qui a posé une question. Le fait que le président de la République soit le président du Conseil supérieur de la magistrature, n'est-il pas un handicap à l'indépendance de la justice? Bien. Ça, c'est la sempiternelle question. Écoutez, cette question, si on la dépassionne, disons on la joue à pile ou à face. C'est que quand on a une institution avec des hommes, on le dit digne des fois, le président peut constituer un handicap. Mais la présence du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature peut s'expliquer aussi de par la Constitution, parce que c'est le garant de la magistrature. Mais vous avez dit que ça peut constituer un handicap. Comment? Voici pourquoi la question se joue à pile ou à face. Tout est une question, disons, de perspective, de point de vue. Et écoutez, par exemple, pour les grands chantiers, par exemple, le magistrat ne se dote pas du budget. Le budget est donné par l'exécutif. Alors, quand on a le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, disons, qui a la volonté politique pour faire appliquer, comme vous l'avez dit, les différents textes, pour que les différents chantiers... Donc, c'est un coup de pouce. C'est important. Et aussi, ça peut être un problème, parce que c'est quand même le chef de l'exécutif. Alors, on parle de séparation des pouvoirs. Alors, tout cela se fait, n'est-ce pas, le Conseil supérieur de la magistrature constitue l'organe suprême de gestion de la carrière des magistrats. Alors, si c'est le chef de l'exécutif qui est chef de cet organe, effectivement, il y a lieu de se poser des questions, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a des membres élus. Ce sont comme nos députés, les magistrats élus, qui vont là-bas défendre nos points de vue et qui peuvent effectivement mettre en minorité le président de la République. Donc c'est une question qui se joue à pile et à face. Il sait que la profondeur de cette question, on ne pourra pas la donner ici tout de suite et maintenant. C'est une question ça peut faire l'objet, disons, d'un débat à part. Ça peut faire l'objet d'un débat. Voilà. D'accord. Oui, allez-y. Je voudrais embrayer sur ça. Là. Oui. Parce que l'une des solutions, de mon point de vue, c'est la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ce n'est composé que de magistrats. Donc, il peut y avoir le corporatisme. Donc, dans ces cadres, de mon point de vue, dans les réformes à faire, il faut augmenter le nombre des personnalités qui ne soient pas des magistrats. Ça peut participer de l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la justice. Et puis, il faut ajouter que les meilleurs, comme vous l'avez dit, ils sont dans l'anonymat. Il faut les récompenser pour créer une saine émulation. Mais il ne faut pas qu'ils restent dans l'anonymat. Ça, c'est du rôle des autorités. Il faut vraiment récompenser les plus méritants. Et puis, en retour, sanctionner ceux qui sont déviants. Donc, je pense que tout cela... Oui, malheureusement, le temps nous rattrape. Nous allons donner la parole à M. Traoré pour conclure, s'il vous plaît, M. Maïga. Comment gérer cette question de sanction des déviants?
Je ne sais pas. Oui, c'est ça, les conseils supérieurs de la magistrature. On va dire que ça fait l'objet d'un débat à part, c'était notre débat, mais justement par rapport à la question comment réformer, en tout cas nous, les syndicats, nous pensons qu'il y a 4 grands chantiers. C'est qu'il faut faire des investissements, améliorer les conditions de vie, améliorer la formation et faire, disons, un plan de carrière par rapport à cela. D'accord, M. Maïga. Allez-y, un mot de la fin, M. Traoré, avant qu'on boucle ce débat. Encore merci à Studio Tamani. Et je pense que ce ne sera pas le dernier débat. C'est pour que nous continuions à travailler sur cette question. C'est un processus et nous comptons apporter notre pierre à ce processus de réforme de la justice, car ce n'est pas parce qu'on en a parlé aujourd'hui que c'est fini. On doit tout le temps revenir pour faire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour que ça aille. Et cela met fin à ce débat sur la justice malienne. Un grand merci à nos invités, Agibou Bouaré, commissaire des droits de l'homme, Abdraman Mohamed Maïga, magistrat et secrétaire à la communication du Silima, c'est bien ça? Oui. Djakaria Traoré du Forum des organisations de la société civile. C'est une présentation de Fatmata Torola, la mise en onde de Mamadou Ouattara, la régie vidéo est assurée par Noundjiré. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.